Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le gouvernement béninois a engagé des réformes majeures dans le secteur des transports, notamment en investissant dans l'amélioration des infrastructures routières. Vous suivrez dans ce journal le point des bilans exposés par le ministre en charge du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato, dans ce secteur. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, a procédé ce vendredi 23 mai 2025 à Cotonou au lancement des activités de la semaine culturelle. C'était à l'occasion de la 53e fête nationale du Cameroun au Bénin, prévue du 23 au 31 mai 2025. Le film de la cérémonie de lancement dans cette édition. Plusieurs journalistes sportifs se sont réunis à Porto Novo ce vendredi 23 mai 2025 pour une formation sur le thème « Intelligence artificielle et journalisme ». Enquêter, rédiger et vérifier à l'ère de l'IA. Initiée par l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, cette rencontre a permis aux participants d'échanger sur les enjeux et opportunités qu'offre l'intelligence artificielle dans leur pratique quotidienne. On en parle dans quelques instants. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Depuis 2016, le gouvernement béninois a engagé des réformes majeures dans le secteur des transports, notamment en investissant dans l'amélioration des infrastructures routières et en promouvant la digitalisation et la professionnalisation des métiers du transport. Le but est d'assurer la transformation structurelle dans les 12 départements du Bénin. Lors de l'émission Réédition de comptes, programme d'action du gouvernement 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Arossi de la télévision nationale et Éric Guédénon de Canal 3 Bénin, le ministre en charge du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato, a exposé le bilan des réformes engagées dans ce secteur. Suivons ensemble. Le gouvernement a fait beaucoup. Infrastructure routière seulement, je crois qu'on a fait une avancée très substantielle. Nous avions environ une cinquantaine de chefs-lieux de communes qui étaient connectés au réseau bitumé, mais un réseau bitumé de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, nous allons atteindre, à partir de l'année prochaine, les 77 chefs-lieux de communes connectés par le réseau routier, mais un réseau de très bonne qualité. Ça veut dire quoi? Que le maillage du territoire national par le réseau routier est très avancé. Le programme qui a été annoncé au PAG 1, au PAG s'est poursuivi au PAG 2. À titre de comparaison, de 1960 à 2016, nous avions à peu près 2000 km de route dont vous connaissez la qualité, vous l'avez décrit, je ne reviens pas dessus. Nous avons emblavé 3000 km de 2016 à maintenant, dont 1800 km sont déjà livrés et près de 1500 km sont en cours de travaux actuellement. Nous avons engagé des études
aujourd'hui globalement sur 3500 km de routes en terre et de pistes pour provisionner les PAGA à venir, pour poursuivre le maillage territorial en réseau routier. Je crois que le Bénin est en train de rattraper un gap très important. Quand on est champion en matière de production agricole, il faut des routes et il faut des marchés pour transformer l'effort de nos paysans, de nos producteurs en richesse et en croissance. Donc les infrastructures routières sont un facteur déterminant, fondamental dans le développement, dans la croissance économique que nous recherchons et dans le développement que nous attendons pour notre pays. C'est pourquoi au cœur du pilier qui est la transformation structurelle de l'économie du Bénin, et que nous avons poursuivi totalement pendant le PAG2, la question des infrastructures, et spécialement des infrastructures routières, est une question centrale que nous poursuivons sous la supervision du président de la République avec beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur et beaucoup de continuité. C'est un réseau aujourd'hui qui est marqué par une recherche fondamentale de la qualité. Nous sommes sortis des routes à durabilité de 5-10 ans pour aller vers des routes d'un autre standard comme on trouve en Europe, avec des durées de vie de plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est ça qui va nous permettre de nous concentrer sur tout ce qui n'a pas été fait et de mettre en place en même temps une démarche d'entretien routier, parce que c'est ça qui garantit la durabilité, qui rend résilient et durable l'infrastructure routière. Donc nous sommes totalement, vraiment sur une dynamique que nous souhaitons se poursuivre le plus longtemps possible. La rupture dans l'exécution découle de la rupture de la gouvernance. C'est celui qui porte le programme d'action du gouvernement par ses orientations, sa vision et son ambition. C'est le président Patrice Talon. Je ne pense pas que, sans vouloir comparer ni porter un jugement sur ce qui s'est passé avant, le diagnostic parle tout seul. La gouvernance a changé. C'était la rupture, c'est le terme symbolique que porte cette gouvernance. C'est une véritable rupture dans tous les secteurs. En particulier dans le secteur routier. Ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans notre besoin de réseau routier, en termes de pourcentage par exemple, sur l'ensemble du territoire national? Toutes les routes nationales sont prises en compte. Tous les départements sont desservis. Je l'ai dit, toutes les communes sont desservies. Et en dehors de ces 3000 km de routes qui sont, c'est plus de 4000 milliards de nos francs, qui sont en cours de travaux, nous avons 3500, je l'ai dit tantôt, qui sont en cours d'études, mais nous puisons dans le stock de 12 000 km de routes en terre et de pistes que nous entretenons régulièrement pour faciliter l'écoulement des spéculations agricoles. Et donc, si nous arrivons à traiter les 3500 qui sont à l'étude, ça va diminuer un peu de ces 12 500. Vous voyez, si vous faites rapidement le calcul, aujourd'hui, nous avons un réseau global qui doit faire autour de 15-20 000 km. Je n'ai pas le chiffre précis, mais l'objectif, c'est de réduire progressivement la part des routes en terre et des pistes qui sont difficiles à pratiquer pour basculer sur des routes revêtues, en reliant toutes les communes, en reliant toutes les zones économiques, en reliant toutes les zones de production à la métropole où se trouve notre port, où se trouve la concentration du pouvoir central, pour favoriser la valorisation de notre production agricole et économique. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, a procédé au lancement des activités de la semaine culturelle à l'occasion de la 53e fête nationale du Cameroun au Bénin, prévue du 23 au 31 mai 2025. C'était autour d'une conférence de presse tenue au siège de l'association à Cotonou. Au micro de Quentin Amoussou, la présidente du conseil, Victoire Sikedi Davidson, nous décline le programme des festivités. On regarde. Aujourd'hui, nous célébrons
la fête de l'unité, la 53e fête de l'unité du Cameroun. Voilà. Nous avons choisi, comme je disais tout à l'heure, avant tout nous avons choisi cette date par logique et par stratégie, parce que le 31 mai tombe un samedi. Ceci nous favorise de réunir les familles, les associations et les amis du Cameroun. Mais il faut noter que tous les jours sont bien pour fêter une fête, sauf que nous avons juste déplacé la forme et non le fond. L'événement que nous lançons débute là tout de suite, parce qu'officiellement j'ouvre l'événement aujourd'hui, c'est le lancement aujourd'hui. Alors les activités prévues, nous avons prévu la campagne, nous avons lancé la campagne de don du sang. Vous savez, donner le sang, c'est sauver une vie. Alors nous avons initié les formations gratuites pour les jeunes filles et les femmes en situation précaire, en ouvrant des ateliers de formation sur les savons liquides, les savons noirs appelés encore savons toko, sur la cuisine, voilà, etc. Il faut noter aussi que voilà, nous allons faire de cette fête une cohésion intercommunautaire. Voilà, nous allons organiser les tournois de football, les danses traditionnelles, expositions culinaires. Et voilà, enfin, nous allons partager l'unité et la paix qui nous réunit. La soirée de gala sera le 31 mai. Voilà, c'est l'apothéose. Nous profitons de l'occasion pour inviter tout le monde de sortir massivement. Voilà, pour célébrer cette fête qui est une fête qu'on commémore avec non seulement les Camerounais, mais aussi d'autres communautés sœurs. Alors nous voulons ensemble montrer que l'Afrique reste une nation forte et unie. On poursuit cette édition pour parler santé. À présent, un produit psychotrope est une substance chimique qui agit sur le système immunitaire de l'homme. Un terme qui désigne donc à la fois les drogues et les médicaments. Au Bénin, la prise de ces produits se fait souvent remarquer dans le rang des conducteurs de taxi, moto. Francis Farami et Nansirine Fatoumbi ont recueilli l'avis de quelques citoyens béninois à ce sujet. On regarde. Mais nous para tout ça là vraiment et quoi tout code quoi et na bien même nous boboran zinwete donc ni indo et si sensibiliser et bo yiro et bo pour yé nous apa ko et na tien nous ma tout code c'est que na do ko ni quoi sinon ça c'est un peu gauche sur ana yé ben na ko ba we pon bo ni be ka bo noter le piéton béninois a des difficultés à partager la route avec ces gens-là. S'ils prennent leur médicament ici, là, bon, c'est fini. Ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas le code de la route. Donc si le président peut créer aussi un moto-école pour ces là spécialement. Je crois que la circulation serait abordable pour tout le monde. Pourquoi ils ne font pas de la répression en dehors de la police pour dire que nous vous avons appris ou bien on vous a sensibilisé sur tel panneau, mais il n'y a pas respect de ça. D'où je suis en train de vous dire, monsieur le journaliste, le piéton a des difficultés à partager la voie publique avec ceux qui ont engin, ceux qui ont voiture. Dans un autre registre, avorter est tout sauf un acte anodin, même si les femmes ont pleinement conscience de leur décision. Cet acte peut s'avérer parfois traumatisant. Un avortement refusé aurait donc des conséquences psychologiques pires, ou du moins aussi négatives que lorsqu'une femme choisirait
d'avorter. Quels sont les impacts psychologiques justement de l'interruption volontaire d'une grossesse? Élément de réponse avec le psychologue clinicien André Alironou. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Olafarami. L'avortement, c'est le fait d'interrompre volontairement une grossesse, c'est-à-dire que vous tombez enceinte et pour une raison justifiée, ça peut être pour vous ou pas, ou bien légal, vous décidez de mettre fin à cette grossesse. Selon les circonstances de la grossesse, la répercussion va être grave ou modérée. Toujours est-il que ça laisse un effet de culpabilité au niveau de madame, de la femme qui a porté sa grossesse et qui, du jour au lendemain, se voit plus ou moins contrainte de l'enlever. Moi, je dis souvent, c'est quelles que soient les raisons, que ce soit légal, que ce soit médical, et que ce soit social ou circonstanciel, ou même psychologique, c'est que la femme, d'une manière ou d'une autre, se voit obligée, contrainte de mettre fin à la vie de cet être-là en devenir. Et donc, la conséquence psychologique reste douloureuse. Ça ne quittera jamais, elle va porter cette douleur à vie. Même si, après, elle avait des grossesses réussies, avait des enfants, etc., elle continuera par savoir que, voilà, le premier, je l'avais enlevé quand telle circonstance où j'avais donné mon accord quand même avant qu'il ne parte. Donc, ici, on parlera d'avortement. Je pense que ce dont nous parlons, c'est que c'est dans le cadre où elle a donné son accord pour qu'on puisse enlever l'enfant. Les interruptions involontaires, des accidents ou par méga des comportements ou maladies, la grossesse est passée, reste tout aussi douloureuse, mais elle est plus ou moins dédouanée dans quelque part en se disant j'aurais pu faire un peu attention, mais c'est pas moi qui ai pris la décision d'enlever. Premier traumatisme, c'est qu'elle reste dans le doute de est-ce que je peux encore avoir un enfant? Est-ce que je suis digne d'être une mère? Est-ce que mon organisme, je n'ai pas causé tellement de dégâts que mon organisme ne peut plus garder un fœtus? Donc, ce sont un peu ces questions, cette inquiétude qui va l'habiter et qui va faire que sur un plan émotionnel, hormonal, il peut y avoir perturbation. Ça dépend aussi de son entourage, de son environnement. Comme pour certaines, tout de suite, pour être rassurée qu'elle n'a pas fait quelque chose d'aussi grave, il faudrait qu'une autre grossesse vienne immédiatement ou un peu comme pour tenter de réparer ce qui avait été fait avant. Donc, c'est un peu cette instabilité émotionnelle dans laquelle il se trouvera la femme pendant la période qui va suivre une prochaine grossesse. Et si malheureusement pour elle, il arrivait qu'après cette interruption volontaire, il arrivait qu'il y avait une interruption, je vais dire involontaire derrière, là, elle va plonger totalement dans une dépression. On parle toujours santé dans un contexte où la santé sexuelle et reproductive demeure un pilier fondamental du bien-être individuel et collectif. Il est nécessaire de rappeler les pratiques qui permettent à chacun de vivre une sexualité libre, responsable et épanouie. Entre éducation, prévention, accès aux soins et respect des droits, la sexualité ne se limite pas à l'intimité. Laurence Odoulami, présidente de l'Association des sages-femmes du Bénin, en parle ici au micro de Romaric Djesougoubénou. La santé sexuelle, c'est le bien-être d'une femme à la santé de son appareil génital. C'est ça. C'est aussi la santé lorsque elle est avec un homme. Santé sexuelle, c'est de se préserver des infections sexuellement transmissibles. La santé sexuelle, c'est d'avoir le nombre d'enfants voulu quand elle veut. Et la santé sexuelle, c'est de bien se comporter.
Une sage-femme, normalement, doit faire des sensibilisations, aussi bien dans les écoles, aussi bien dans la rue où elle habite, par exemple, ou bien auprès des amis. C'est ce que l'association des sages-femmes fait le plus souvent. Nous nous rendons dans des villages, dans des endroits où on a appris qu'il y a beaucoup de grossesses non désirées. On se rend, on fait des sensibilisations, on parle. C'est un travail de longue haleine. On ne fait pas ça une fois pour aller s'asseoir. Lorsque nous nous déplaçons et que nous allons dans une commune, on laisse le soin à celles qui sont sur place de continuer. Et toute sage-femme qui arrive au travail à 8 heures, elle sait qu'elle doit d'abord faire l'IEC, d'abord faire, c'est ce qu'on appelle le truc de conseil pour le changement de comportement. Donc tout ça là, ça fait partie du rôle propre de la sage-femme. Avec la population, on prévient déjà, on prévient les autorités sur place que nous venons pour telle sensibilisation. Et puis il y a celles qu'on appelle les relais communautaires qui comprennent la langue de la localité, qui informent déjà, et on prend le gongonneur qui gongonne le soir pour dire il y a telle personne, les gens arrivent pour vous parler de votre santé sexuelle et tout. Et quand on arrive, on commence à en parler et on fait ça avec des images. Vous savez, tout ce qu'on fait et on montre des images, ça les retient, ça capte leur ce qu'elles doivent voir. Ça les tient, et avec des images, on montre les avantages et les inconvénients. La stigmatisation freine l'accès des femmes aux soins sur la santé sexuelle et reproductive, parce que lorsqu'elles arrivent dans une maternité et qu'on les met à part, on dit vous allez à tel endroit et on les sépare des femmes qui sont en grossesse, on sait immédiatement que elles sont venues pour leur vie sexuelle, elles sont venues prendre quelque chose, elles sont venues pour la contraception ou bien elles sont venues pour l'avortement. C'est encore ça, les gens les stigmatisent et puis les gens ont honte de se présenter dans les maternités. Voilà que les infrastructures des maternités ne s'y prêtent pas en totalité. Dans un autre registre, un vitrier est une personne qui fait le commerce du verre à vitre ou une personne qui pose des vitres aux fenêtres. Quelles sont les difficultés que rencontrent les artisans de ce métier et quelle est l'origine des vitres utilisées? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Francis Olafarami et Quentin Amousso. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés, dont la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrierie, ça s'appelle les verres, mais en réalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix. Miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tao? Oui, une vidéo là. Même par exemple, il y a un zone dans un tonnier. À quoi les gens y sont dehors? Bon, quand accessoires les biodions, à quoi les jets, accessoires les dit. Ils ont sort de choix. Quand on est dans côté nous clients, nous avons client c'est comprendre. Donc, il y a un peu de quoi pour nous. Sinon, les billets fait quoi? Et ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de leur expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute.
tout ça, ça s'est passé au niveau de la douane. Et bon, ils finissent par comprendre. Aujourd'hui, on a beaucoup de pertes. On doit avoir un cas de nous créer un cas de comprendre. Tout un cas de nous mais quoi, on est qu'avec quoi Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comités, qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres. Les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. On parle sport à présent. Le sélectionneur national Gernot Rohr tiendra une conférence de presse ce dimanche 25 mai 2025 à 11h dans la salle Baobab 1 du Novotel à Cotonou. À cette occasion, il dévoilera la liste des joueurs convoqués pour le stage de préparation en vue du match amical Bénin-Maroc prévu le 10 juin prochain à Rabat. La conférence sera diffusée en direct sur la page Facebook officielle de la Fédération béninoise de football. Dans le même registre, ce vendredi 23 mai 2025, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, plusieurs journalistes sportifs se sont réunis à Porto Novo pour une formation sur le thème « Intelligence artificielle et journalisme ». Enquêter, rédiger et vérifier à l'ère de l'IA. Initiée par l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin UPSB, cette rencontre a permis aux participants d'échanger sur les enjeux et opportunités qu'offre l'intelligence artificielle dans leur pratique quotidienne. Le directeur général des métiers du numérique, Dimitri Deo, a partagé de précieuses expériences et perspectives avec les participants. La session a été présidée par le premier responsable de l'UPSB, Issa Amadou, avec l'appui du directeur départemental des sports de l'UEME et du président de la Ligue départementale de football du dit département. Les participants servent désormais sur l'IA. Dans un autre registre, pour parler toujours sport quand même, hier jeudi, la Fédération béninoise de football a organisé à Ndali une formation à l'intention des stadiors des clubs de la Ligue Pro Pool A dans le cadre de la Semaine mondiale du football. Animée par Joachim Akbovi, officier de sécurité de la CAF, la session a combiné théorie en salle et exercices pratiques sur le terrain. Les participants satisfaits ont salué l'initiative et promis de restituer les acquis au sein de leur club. La journée s'est achevée par la remise d'attestation. Et on va à l'échelle internationale à présent à la suite d'un vote massif du Sénat ce jeudi 22 mai 2025. L'ancien président congolais Joseph Kabila a perdu son immunité parlementaire, ce qui autorise désormais la justice militaire à engager des poursuites pour complicité avec la rébellion de l'AFC M23. Cette décision fait suite à la demande de l'auditeur général près la haute cour militaire qui accuse l'ancien chef d'État de participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans la collusion avec la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda dans l'est du pays. Dans l'hémicycle, le rapport de la commission spéciale s'est appuyé sur un faisceau de témoignages et d'éléments à charge, dont ceux d'un détenu affirmant que Kabila aurait conseillé au Rwanda de renverser le président Félix Tshisekedi par un coup d'État plutôt que de l'assassiner. Les accusations d'une gravité inédite, autant pour moi, place l'ancien homme fort de Kinshasa au cœur d'une tempête politique et judiciaire. Joseph Kabila a réagi en dénonçant un geste orchestré dans la précipitation et sans respect des équilibres institutionnels, estimant qu'il ne s'agit pas d'un acte de justice.
mais d'une manœuvre politique désespérée dans un contexte de panique généralisée au sommet de l'État. Pour rappel, la levée de l'immunité de Joseph Kabila ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien président pour des faits de haute trahison et de crimes graves dans un climat de tension et de division profonde au sein du pays. Direction le Soudan à présent, le département d'État américain a annoncé ce jeudi l'entrée en vigueur de sanctions contre le gouvernement fédéral du Soudan, l'accusant d'avoir eu recours à des armes chimiques en 2024. Les autorités actuellement à Port-Soudan ont démenti un tel usage. En janvier, une enquête du prestigieux quotidien américain New York Times avait cependant révélé que l'armée soudanaise a utilisé du chlore sous forme gazeuse 2 fois en 2024 contre des positions des forces de soutien rapide. D'après les officiels américains cités par le journal, ces armes ont été déployées dans des campagnes isolées, mais certains redoutent un usage dans des zones densément peuplées, comme les villes que se disputent encore l'armée et les FSR. En conséquence, des sanctions seront prises comme des restrictions sur les exportations américaines à destination du Soudan ou la suspension d'aides financières. Ces mesures seront mises en application le 6 juin prochain. Dans un communiqué publié vendredi 23 mai, le gouvernement soudanais a démenti avoir eu un tel recours. Ces accusations sans fondement ne sont qu'un chantage politique et une falsification délibérée des faits, a indiqué le porte-parole du gouvernement dans un communiqué au lendemain de l'annonce par les États-Unis de prochaines sanctions contre le Soudan. Et voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.